La vie filmée des Corses est un voyage dans le temps en 6 épisodes. Cette histoire a commencé en 1919 et se terminera en 1982. Elle retrace une chronique des Corses au siècle passé, dans l'île, sur le continent et dans les colonies. Cette histoire, c'est celle de notre mémoire, celle de votre mémoire. Et c'est avec vos témoignages et vos films de famille que nous la racontons. En 1959, Huguette Mattei a 5 ans. Elle est écolière à Cannes. Son père, Dominique, est toujours mineur à l'usine d'amiante. Jean-Louis André en y a 12 ans. Il réside désormais à Ajaccio, tout comme Marie-Paul Franchini de Tavera et Lucien Feli, qui vient d'obtenir son bac. Chaque année, Francine Canonici attend avec impatience le retour à Figari pour l'été. L'été, c'est la saison durant laquelle la marine de Propriane est bercée par la voix de Marie-Léandre. Sa fille Janine a désormais 14 ans. Marius Mananti de Socha a exaucé son souhait. Il est berger et a repris le troupeau familial. Après avoir quitté Dakar, Marcel Santoni de Obedrose vit désormais au Maroc où Joseph Thor de Côte, lui, est toujours agriculteur. Marco Monferrini de Sant'Andrea di Rodi et Joseph Ambrosini de Feligero tentent de survivre dans l'enfer du conflit algérien. Une guerre dont l'issue aura bientôt des conséquences en Corse. Ajaccio était un gros village. La plage était au centre de la ville puisqu'on se baignait devant le lycée. On se baignait à la, je dirais pas à la récréation, mais quasiment à la sortie des cours. Il y avait le bateau qui partait. C'était des bateaux à moteur et ça faisait tout, comme ça dans le port. Le matin, il y avait le marchand de limonade. Et il avait des cajots en bois, des caisses en bois, et les bouteilles se cognaient. Moi, c'était les bruits que j'entendais. Après, il y avait le marchand de poissons. Alors qu'il disait « Oui, ben les pêches !» et « Oh !» Juste en dessous de la fenêtre. Alors, en plus, on entendait tout. Les gens communiquaient d'une fenêtre à l'autre. « Oh, Paul, ciulata, compro un pesce !» Sente parlare che e poi a questi garoletti in cui i frasche e il legno, quei frasconi per fare il vogo, per fare il pane. Ça sentait bon. Il y avait du linge étendu à la rue Fèche d'une fenêtre à l'autre. Oui, j'avais connu ça. Et les gens qui versaient leurs eaux usées dans des gondoles qui étaient appiccate à gaz, à bord. Et puis je voyais passer aussi les grandes charrettes avec les grands blocs de glace. Ils livraient les grands blocs de glace au bar. Ah là là, oui. Il y avait la place du Diamant, elle était toute en terre. Il y avait quelques arbres, il y avait un kiosque à musique. Et puis il y avait des genres de petites calèches attelées, Les enfants s'asseyaient sur le petit banc qu'il y avait. C'était des petits chevaux de bois ou de papier mâché. Et ils pédalaient. Et c'était splendide. C'est une période incontestablement agréable quand elle nous revient à l'esprit. Très forte au point de vue d'identité. Il y avait une ambiance ajaxienne, il y avait un art de vivre ajaxien. Quelle est douce cette vie ajaxienne de la fin des années 50.
Et quel lieu divin pour vivre sa jeunesse. Pourtant, on y lave encore le linge au lavoir. La cité impériale, capitale administrative de la Corse, est à l'image du reste de l'île. Le développement y est lent, voire inexistant. L'accession au pouvoir du général de Gaulle en juin 1958 et sa visite sur l'île en octobre ont fait naître beaucoup d'espoir en Corse. Mais le président, confronté notamment au drame du conflit algérien, a d'autres priorités. Le plan d'action régional de 1957, qui proposait enfin des mesures concrètes, a été remis en question. L'expansion des régions défavorisées sera abordée plus tard. Les crédits initialement prévus pour la mise en valeur de l'agriculture et du tourisme de l'île, via les sociétés d'économie mixte Somivac et Setco, sont considérablement réduits. La société civile commence à gronder face à l'indifférence gouvernementale et à l'inaction des élus locaux. La Corse bouge. Les rues d'Ajaccio, de Bastia, de Bonifacio, de Sartène s'animent d'un remue-ménage inhabituel. Les prix sont élevés, l'île est pauvre et doit tout importer. Et voici qu'une nouvelle menace pèse sur elle. La suppression du trafic ferroviaire entre Ajaccio et Bastia, séparé par le célèbre col de Vizzavona. Or celui-ci, déjà enneigé aujourd'hui, est impraticable aux autos et aux cars plusieurs mois par an. Soucieux tout d'abord de défendre leur chemin de fer, ensuite de récupérer certains avantages que le comte Miot, conseiller d'État du gouvernement du premier consul, leur accorda pour cause d'impécuniosité, les Corses unanimes discutent des moyens nécessaires au succès de leurs revendications. Des milliers de signatures s'inscrivent au bas des pétitions et un souffle de vendetta s'élève qui pousse les hommes valides, et ils le sont tous en Corse, vers les magasins et l'exercice de l'artisanat familial le soir à la veillée. Fermes et résolus, les Corses veulent retrouver et faire respecter leurs droits et conserver leur chemin de fer, qui n'aura en tout cas jamais été si bien gardé. À l'évidence, les Corses ne sont pas pris au sérieux par les médias. Sont-ils condamnés à demeurer ces bons sauvages de la République, objet des pires mises en scène? Bon nombre d'entre eux s'y refusent. Le mouvement du 29 novembre 59 est créé, à la veille du 170e anniversaire du rattachement de la Corse à la France. Il est composé de membres de la société civile et notamment de nombreux représentants de la presse. Ces revendications visent à obtenir une véritable intégration de la Corse dans l'ensemble français, au même titre que les autres départements de l'Hexagone, sans plus ni moins. Il s'agit pour cela de prendre enfin en considération les spécificités de l'île, notamment son insularité à travers des mesures adaptées. La population adhère massivement. Le mode opératoire du mouvement est l'organisation de grèves générales qui sont très bien suivies et qui ont un certain retentissement. Une partie des revendications est entendue. Le train est une nouvelle fois sauvé. Et il semblerait même que l'État ait de nouveaux projets de développement pour la Corse. En effet, Pierre Guillaumat, membre du gouvernement, et Francis Perrin, du commissariat à l'énergie atomique, ont effectué des repérages secrets en Balagne, près du massif de l'Argenteuil. Le lieu est propice à des essais nucléaires souterrains. Le haut-commissaire certifie que ces essais ne nécessiteront qu'une centaine de personnes sur place et qu'ils se feront en dehors des périodes touristiques. Les expériences ne peuvent présenter aucun danger pour aucun être vivant, ni des conséquences dangereuses d'aucune nature, notamment par contamination nocive de l'air et des eaux, écrira Michel Debré, le Premier ministre, le 23 avril 1960. Emmenée par le mouvement du 29 novembre, la population corse dans son ensemble se mobilise. Des manifestations se déroulent à Ajaccio et Bastia, mais également sur les lieux, bloquant l'accès au site. Des élus se rendent en délégation auprès du Premier ministre. La Corse se sent trahie et la population est excédée par le fait que quand l'État finit par s'intéresser au cas de l'île, c'est pour mettre sa santé publique en danger. Face à la virulence de la réaction, le général de Gaulle revient sur sa décision. Les expériences auront lieu à Assi Messaoud en Algérie. Au col San Bastian, à la tête de sa petite exploitation familiale,
Marius Mananti ne peut pas se permettre d'attendre une aide extérieure. Il est impératif pour lui de remettre en cause les méthodes héritées du passé s'il ne veut pas se contenter de survivre. C'était la façon de vivre, la façon de faire les bergers. Le matin avec la musette sur le dos et on rentrait le soir avec le troupeau. Bon, c'est vrai que c'était moins fatigant. Hein. Mais bon, question de faire autre chose, il n'y avait que le gardiennage du troupeau qu'on pouvait faire. Mais bon, là, si vous avez, bon, nous à ce moment-là, on commençait déjà à avoir 700 ou 800 bêtes, ça représentait 3 personnes, hein, et bloquées du matin au soir, derrière le rose, on ne pouvait pas faire autre chose. Les bergers corses transforment une faible partie du lait qu'ils traient. 3/4 du lait de brebis produit en Corse dans les années 50 était acheté par Roquefort, placé ainsi dans une position de quasi-monopole. L'enjeu pour Marius consiste à gagner du temps dans la surveillance des bêtes pour le consacrer à transformer lui-même le lait et à commercialiser le fromage. Il décide donc de clôturer les terrains sur lesquels paissent ses brebis et ses chèvres. Il s'agit d'un travail inouï, la superficie s'étend sur des dizaines d'hectares. Cela représente des milliers de piquets à planter, des dizaines de kilomètres de fils de fer à installer, en plus du travail quotidien. Nul n'y croit dans la région. Il passe pour un farfelu. On n'était pas quand même assez bêtes pour se rendre compte que c'était les autres qui profitaient de notre travail. Donc en 61, des accords, question plus, mais enfin c'était une excuse que je cherchais. Hein. Bon, je peux dire je, puisque bon, c'était moi. J'ai été voir les 2 livreurs que j'avais, les 2 revendeurs que j'avais à Ajaccio, je me rappelle toujours. On nous payait le lait 15 francs, c'était encore les anciens francs, et ils le revendaient 40. Alors je dis maintenant, si tu veux mon lait, c'est 30 francs, sinon je ne te le donne plus. Ah non, et moi, qu'est-ce que je vais gagner? Tu vas gagner ce que je gagnais moi avant. Et là, on commençait à faire des tournées. Bon, je savais que la clientèle, les gens me connaissaient. Les villages étaient encore assez plats. Et puis après, bon, ça, on avait augmenté le cheptel. Et après, comme on n'avait plus assez de lait de chèvre, j'ai quitté Roquefort. Et on a tout transformé. Lait de chèvre et lait de brebis. Et ça se vendait, bon, dans les 3 cantons. Et les fromages, bon, je l'ai même expédié sur le continent. La réussite de Marius reste un cas à part. L'exode des Corses se poursuit irrémédiablement. Comme tous les Corses souhaitant alors faire des études supérieures, Lucien Feli a dû quitter la Corse. Il a choisi d'étudier le droit à Paris. Dans l'effervescence du quartier latin, il retrouve de nombreux jeunes Corses, notamment dans un café de la rue Saint-Jacques, le bar du Panthéon. Il y croise fréquemment Joseph Ambrosini. Après 3 ans de service militaire dans l'Algérie en guerre, le jeune homme a suivi la voie que son père avait empruntée 30 ans plus tôt. Il travaille comme croupier dans un cercle de jeu. Presque tous les patrons de cercle étaient corses. Moi, j'en ai connu 1, 2, 3, 4, 5, 6 patrons même plus. Joseph a arrêté prématurément ses études. Mais il n'a que 25 ans et il fréquente naturellement les jeunes Corses de sa génération, dont beaucoup sont étudiants au quartier latin. Il fait partie de l'équipe de foot qui s'est constituée autour du bar du Panthéon. Je fréquentais le bar du Panthéon, donc il y avait l'amicale, et au bar du Panthéon, il y avait l'équipe de l'Union Corse. C'est tous des étudiants. Le bar du Panthéon, c'était presque même à la limite un condensé, en condensé de la Corse, transporter la Corse à Paris, au cœur de la capitale, à quelques mètres de la Sorbonne. Les universités étaient toutes groupées là, puisque le campus universitaire était tous là. Il y avait la fac de droit, il y avait médecine, il y avait toutes les facs qui étaient regroupées autour du quartier latin. Donc nous, on était au cœur du quartier latin et on se retrouvait le soir, des fois, un nombre... alors, non seulement issus de toutes les régions de Corse, mais issus de toutes les universités en question, ce qui fait que ça faisait un brassage. Rarement lieu aura pu être créé de façon, je dirais, volontaire. C'était totalement artificiellement qu'on retrouvait toutes les composantes de la Corse avec les Balanins, les Niolins, les gens du Sud,
etc. Et surtout les gens issus des différentes universités. Ça crée un brassage assez extraordinaire. Il y avait un débat permanent et c'était un véritable... C'était une antichambre de la classe politique de la Corse, puisque beaucoup d'entre eux se sont retrouvés à la première assemblée de Corse. Ce regroupement de jeunesse insulaire en dehors de Corse, dans un univers propice aux échanges d'idées, suscite naturellement la réflexion sur la situation de l'île. Les étudiants prennent le relais contestataire du mouvement du 29 novembre en se concentrant, dans un premier temps, sur un thème qui leur est familier, l'université. En 60-61, on crée à Paris l'Union nationale des étudiants corses. Il n'y a pas d'université en Corse, donc on centralise sur Paris l'unité d'une Union nationale des étudiants corses, dont l'objectif premier est la réouverture de l'université de Corté. Bon, c'est symbolique, parce qu'on sait déjà qu'on prend en charge déjà non pas uniquement un problème, par exemple, qui aurait été un problème d'étudiants qui ont pu faire des études, parce qu'on sait très bien qu'il y a des jeunes qui n'ont pas pu faire d'études qui sont en Corse, mais on veut rapprocher l'université de la Corse pour éventuellement que tous les jeunes Corses aient accès à la formation supérieure. C'est une démarche qui est beaucoup moins, je veux dire, qui est beaucoup plus enracinée dans la réalité de la Corse de l'époque, où les difficultés financières sont immenses, pour que l'université se rapproche de la Corse et non pas obliger leurs enfants à partir à Paris, à Marseille, à Bordeaux, etc. Parce qu'on était, à l'époque, on avait la chance d'être à l'université sur le continent. Ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, nous on dit il faut la formation des hommes, il faut rouvrir l'université. On avait compris que ce combat universitaire était peut-être un des premiers éléments du combat identitaire. Cette renaissance de la revendication identitaire corse apparaît à un moment où les mouvements de libération nationale de nombreuses anciennes colonies ont obtenu gain de cause et où les thèses tiers-mondistes triomphent dans les campus. En Afrique du Nord, le peuple algérien est sur le point de s'émanciper définitivement. La guerre d'Algérie s'achève avec la proclamation de l'indépendance du pays le 5 juillet 1962. Paradoxalement, le nombre de victimes s'accroît alors. L'armée française est rentrée dans ses casernes, mais le terrorisme se déchaîne. Aux exactions de l'OAS succède une vague d'attentats contre les civils français et les harkis. « 900 000 citoyens français se réfugient en France métropolitaine. L'installation des Pieds-Noirs est particulièrement favorisée en Corse, avec l'idée de freiner le problème démographique. La Corse compte alors autour de 195 000 habitants. 18 000 Pieds-Noirs choisissent de s'y installer. Parmi eux, 8 000 sont originaires de Corse, 10 000 découvrent l'île. Le gouvernement revalorise alors le budget de la Somivac. La société de mise en valeur de l'agriculture de la Corse avait été créée en 1957, puis laissée de côté. Elle est mise au service des nouveaux venus. La Somivac propose des exploitations clés en main. Une ferme avec habitation confortable, hangar et logement pour les ouvriers. Les Pieds-Noirs obtiennent des prêts à des taux extraordinairement bas pour les acquérir. Ces privilèges créent malaise et frustration chez les agriculteurs corses. Ils n'ont pas le réflexe de solliciter des aides et assistent en spectateurs à la transformation de l'agriculture de l'île et à la métamorphose d'une terre qui était encore stérile quelques années auparavant. Le déséquilibre est accentué par le fait que les agriculteurs Pieds-Noirs arrivent avec une expérience des méthodes modernes de travail de la terre adaptées aux moyens qu'on leur offre. La tension grandissante sur l'île attire l'émission 5 colonnes à la une. C'est le premier magazine de reportage de la télévision. L'actualité est abordée par des journalistes d'investigation, tâchant de sortir du discours officiel sans éviter la polémique. L'émission se rend en Corse en 1965. La mise en valeur devait être faite par les Corses, avec les Corses. Et ils ont le sentiment que ce n'est pas respecté. Eh bien, je crois que c'est une question qui demande à être mise au point. En fait, au départ, les Corses, naturellement, ont été assez sceptiques sur l'entreprise de mise en valeur qui était faite, et les premiers lots que nous avons dû attribuer l'ont été à des rapatriés, faute de candidature corse. Les journalistes contredisent ces propos en révélant que la Somivac, n'ayant pas obtenu les crédits initialement prévus pour moderniser l'agriculture corse, a par contre reçu un financement du ministère des Rapatriés. En échange, le ministère a réclamé l'attribution de 75% des lots pour les réfugiés d'Afrique du Nord. Entre les années 60, installation de la Somivac, dans le rapatriement des colons ou des gens d'Afrique du Nord, pour le long qu'on veut,
qui se sont en majeure partie installés sur la côte orientale, mais il y en a quelques-uns ici, pendant 11 ans ou 12 ans, c'est jusqu'aux années 71, 72, il n'y en avait que pour eux. Bon, premièrement, ils connaissaient les systèmes que nous, agriculteurs ici, on ne connaissait pas, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas toute la paperasse qu'on a maintenant, il n'y avait pas tous les dossiers à faire, donc nous, on ne faisait pas de dossier. C'était une facilité pour eux d'avoir tout l'argent qui était mis de côté pour l'installation des agriculteurs, spécialement des gens revenant d'Afrique du Nord, hein, et nous, bon, on n'avait rien. Dans un Maroc qui a connu l'indépendance beaucoup plus tôt que l'Algérie, Joseph Thor a continué à exploiter sa ferme sans inquiétude. Jusqu'au jour où, en décembre 1965, il reçoit la visite d'émissaires des gouvernements français et marocains. Son destin et celui de sa famille basculent. Ils sont arrivés la veille de Noël, de Français et Marocains. Ils arrivent de but en blanc midi, ils disent on vient prendre possession. Ils disent de quoi? De leur ferme. Aux deux Européens, j'ai dit vous avez bien fait de rester sur la route, que les Marocains viennent, oui, mais pas vous. Après, nous l'ont prise en 65. Joseph Thor ne reçoit pas d'indemnisation et revient à Koutoli avec sa famille, sans aucune ressource. Il s'adresse naturellement à la Somivac pour l'obtention d'un lot. Je vais. Le type me reçoit, il dit, je vais là-bas, je dis, voilà, je viens. Il dit, vous comprenez, on a des problèmes, votre corps c'est pieds noirs, patati, patata. Je dis, mais moi je ne suis pas pieds noirs. Comme ça, je le fais comprendre. Je dis, si vous avez des problèmes, c'est de votre faute. Parce que le lot, d'abord, les jeunes Corses d'ici, les rapatriés corses, et après le reste. Vous avez des lots à des non-agriculteurs. Vous avez donné de l'eau à des fonctionnaires. Je le connaissais. Il était au Maroc, il avait de l'eau. Il travaillait à l'ambassade, après il est rentré à Sombac, et ici il avait de l'eau. Je lui ai dit. Et puis j'ai claqué la porte, je suis parti, je l'ai gardé tout. Le malaise corse vis-à-vis des rapatriés dépasse peu à peu le seul secteur agricole et prend une dimension sociale et humaine. Marcel Santoni le ressent alors même qu'il vit au Maroc et qu'il ne vient en Corse que pour les vacances. Il y a un malaise que je ressens. Je ressens parce que je le ressens peut-être plus à Pietros qu'à Ajaccio, parce que les gens de Pietros ont des propriétés à la plaine. Maison Pierracci, qui était sur la commune de Pietros, c'est la plaine orientale. Donc Maison Pierracci a vécu aussi ce retour des gens d'Afrique du Nord, avec des gens extrêmement sympathiques et des gens pleins de morgue. Enfin, il y a les deux, qui vivaient entre eux, entre leur Mercedes et leur avion épandeur de trucs sur les vignes. Enfin, il y a le choc de deux mondes. Bon, je ne le vis pas, je le présente maintenant avec peut-être un peu plus de facilité que je ne l'ai vécu. Mais j'étais dans un mal-être, comme l'étaient les gens de Pietros qui vivaient à la plaine, ou mon oncle qui avait des propriétés à Campoguarcio, par exemple. Enfin, bon. Le système politique insulaire détient une grande responsabilité dans le problème de la Somivac. C'est à des élus qu'incombe la répartition des terres réservées aux Corses et le réflexe clientéliste se manifeste. Les terres sont attribuées à des personnes qui ne sont pas agriculteurs, certains lots sont revendus, faisant augmenter le prix des terres et privant de véritables agriculteurs d'accéder à la propriété. La valeur des terres agricoles est multipliée par 7 entre 1963 et 1975. Le ras-le-bol de la jeunesse corse à l'égard du système politique insulaire prend de l'ampleur. Une part croissante de la population souhaite se démarquer du fatalisme habituellement de mise, notamment au sujet de la fraude électorale. Chez nous, raconte un maire du centre de la Corse, on ne bafoue pas le suffrage universel, on le corrige. Gonflement des listes électorales, utilisation des listes électorales gonflées, et il n'y a plus aucune opposition, et il y a donc une très longue période où la mainmise sur la mairie a fait ce qu'on veut. C'est une période où la démocratie a eu beaucoup à souffrir. Cette fraude se manifeste quel que soit le scrutin et elle est loin de s'estomper.
Lors de l'élection présidentielle de 1974, à Pietrose, le village de Marcel, à 552 habitants correspondront 889 inscrits, 832 votants et 821 suffrages pour Valéry Giscard d'Estaing. Francine, la fille de Jean-Baptiste Canonigi, est inscrite sur les listes électorales de Figari. C'est au village qu'elle accomplit pour la première fois son devoir d'électeur. À l'époque, dans le village, il n'y avait pas d'isoloir. C'est fou ça, hein? Il n'y a pas d'isoloir. L'isoloir, il existe, ça fait 20 ans. On croit rêver, hein? C'est-à-dire que quand vous arriviez, on vous donnait... vous allez voter pour celui-là. D'ailleurs, je me suis fâchée avec mon père un jour pour ça. Parce que j'ai pas voulu lui dire pour qui je votais. Il y en a qui profitaient beaucoup de l'ignorance des gens, mais après les gens. Ils avaient les yeux ouverts, les jeunes. Hein? Ouais. C'est dans ce contexte que l'Union nationale des étudiants corses a organisé, en août 1963, une grande réunion de la jeunesse corse à Corté avec 200 délégués. Plusieurs des futurs leaders autonomistes ou nationalistes étaient présents. Ils ont fermement critiqué l'action de la Somivac, revendiqué le rétablissement de l'Université de Corse, la création d'une agence du retour pour les jeunes Corses et le droit à l'enseignement de la langue corse à l'école. Le mouvement régionaliste vient de naître. En 1964 apparaît le CEDIC, Comité d'études et de défense des intérêts de la Corse, qui revendique clairement un statut d'autonomie pour l'île. Les jeunes militants animent les diverses manifestations de mécontentement qui vont jalonner la fin des années 60. En 1965, un drame économique se noue dans le nord de l'île. La mine d'amiante de Cannes ferme ses portes. Dominique Mattei fait partie du contingent des sacrifiés de la mine. Après avoir participé à son ouverture, il assiste à sa fermeture et voit son avenir se compromettre du même coup. Au début, on était peut-être 600 ou 700. Après, ils ont diminué. Ils ont enlevé un type là, ils ont enlevé un type là-bas. Oui, comment ils font les patrons. Ils essayent de gagner le plus possible. Hein. Parce qu'après, quand les autres ont vu qu'il y avait de l'amiante chez eux, les Polonais, les Chinois, ils ont commencé à faire de l'amiante et eux, ils n'en vendaient presque plus. Il a fallu fermer. Ils ont fermé parce qu'ils n'en vendaient plus. Quand la mine a fermé, plus ou moins, on est tous partis disséminés à droite à gauche. Hein. Bon. Après, c'était l'école qui... l'école, c'était plus... Il n'y avait plus d'école, là, moins. Et il n'y avait plus... Elle a fermé après, il y a plus... tout le monde est parti. Qu'est-ce qu'il y avait? Rien. Surtout que je n'avais pas j'ai juste le mineur. J'étais payé comme mineur là-bas, hein, à l'usine. Mais avant, c'était comme ça, personne... On est parti. C'est une image qui nous est restée. C'est toute notre famille qui est venue nous accompagner au bateau. Mon oncle. Et je les revois tous avec les mouchoirs, le bateau qui partait. C'est quelque chose qui... Et puis bon, voilà. Mais bon, je pense à mes parents, les pauvres, parce que nous, on est petits, mais eux, en 65, quel âge ils avaient? Puisque maman est née en 17, papa en 18, ils partaient à l'aventure, papa, il savait même pas s'il allait avoir un travail. Les Mattei arrivent à Marseille et rejoignent les 100 000 Corses qui y vivent déjà. La cité compte plus d'insulaires qu'Ajaccio, Bastia, Sartène, Corté et Porto Vecchio réunis. On est arrivé dans cette ville sans
que du béton. Nous, on n'avait pas l'habitude. Même pas d'herbe, rien. Ça n'a pas été... En plus, on est arrivé dans une maison sale, pourrie. Enfin, ça n'a pas été... Ça n'a pas été évident, hein. Les premiers temps, on se retrouvait enfermés, nous qui étions toujours dehors. Alors, quand je suis arrivé là-bas, je croyais qu'on m'embauche de suite. On ne m'a pas embauché de suite. Alors, il y avait un amondeur qui était collègue. Mon cousin connaissait un amondeur, il m'a mis en attendant, tu vas travailler avec lui. J'allais, mais il pleuvait tout le temps. Toujours il pleuvait, toujours il pleuvait. Quand il pleuvait, on n'était pas payé. Et puis finalement, je me suis embauché, on m'a embauché. On s'est retrouvés avec plein d'élèves dans des écoles que nous, on était 25, là, avec l'âne, dans la cour. Et là, on se retrouvait plein de monde. Puis voilà, hein, tout doucement, on a fait notre petit trou, hein, mais bon. Après, on commence à avoir des copines, des amis, Puis nous, ce qu'il y avait de bien, c'est que les vacances, on savait qu'on retournait au village. Donc on attendait les vacances, c'était avec impatience, hein. Di tristezza così bella per lo mio sguardo amoroso. On allait pour les grandes vacances. Mais toutes les vacances, pas qu'on ne pouvait pas, hein, c'était trop cher. Hein. Mais on avait la maison de famille, on avait notre maison. Peut-être qu'on n'aurait pas eu de maison, on ne serait plus retourné, hein, forcément. On avait un pied à terre, on avait quelque chose. Sento battere mio cuore, carico d'amore sincero. L'usuraio di Riginedia, a sto basso conosciuto, sicuramente qualche fedia. Oui, c'était les vacances des gens. Hein. C'était plein les quatrièmes, c'était quatrième classe. Hein. C'était comme le Titanic. Oui, c'est rigolo parce qu'un jour le Titanic, ça me rappelle nous qui étions en haut, puis après il y avait ceux qui étaient en bas, les pauvres et les riches. C'est exactement ça. On prenait les chaises longues, hein. On voyageait en chaise longue, on l'a fait combien d'années ça? Et pendant 2 jours, alors on était là, on tanguait. Je me rappelle. Chiamadulla piedoso, paradisi di giaffura, ne ripiglio la stradilla e sinacchilla di un vista. Les estivants des années 50 étaient essentiellement des Corses revenant au village pour leur congé annuel et une poignée de privilégiés aisés profitant du littoral désert de l'île. Les années 60 voient l'apparition du tourisme de masse. La société des loisirs est en plein essor et la Corse est une destination à la fois proche et exotique. 120 000 touristes choisissent l'île en 1960. Les villages de vacances fleurissent. L'un des précurseurs a été le club méditerranéen de Santa Giulia près de Porto Vecchio, qui s'est implanté en 1959. La décennie est marquée par une augmentation de 285% de la fréquentation touristique. La majorité des Corses vivant sur l'île voient dans cet afflux une opportunité économique providentielle en plus de l'atmosphère festive que les vacanciers procurent à l'île. Les chants et guitares fleurissent et les professionnels du tourisme s'adaptent aux désirs des visiteurs, leur offrant parfois l'image et la musique stéréotypée qu'ils espéraient trouver en arrivant. Propriano est alors l'une des destinations les plus prisées par les touristes. Janine Léandre, qui est adolescente, attend avec impatience l'arrivée des estivants. Propriano, avant, on l'appelait le Petit Saint-Tropez. Et à l'époque, il y avait le Corsaire, à Propriano. Et là, il y avait beaucoup de touristes. Et Propriano vivait jour et nuit. J'ai toujours cette image des gens qui montaient du Corsaire, ces belles filles, ces beaux garçons, en short, en maillot, avec la chaleur et tout. C'était bien. Le soir, un monde fou. Vous aviez le Napoléon qui faisait
où il y avait Rudo Cardi qui chantait, Michel Orso, les gens dansaient dans la rue. Ma mère faisait le chant et guitare, elle chantait des chansons corses. Le Café de la Marine, organisé autour de la personnalité de Marie Léandri, a gardé l'authenticité qui en a fait son succès. Ah, moi, je n'ai toujours chanté que du folklore corse. Toujours en Corse, oui, il m'arrivait, c'est vrai, je chantais la romance de Maître Patelin, je chantais le Roi d'Is, je chantais Manon, je chantais l'Ave Maria, mais enfin, moi, je vais vous dire la vérité, j'ai toujours chanté en Corse. Et lorsque j'ai fait ma soirée au Palais de la Méditerranée et que j'ai fait le voyage avec Tino Rossi, le pauvre, il m'a demandé, il m'a dit, qu'est-ce que tu as chanté? Ah, j'ai dit, écoutez, moi, je vais vous dire ce que j'ai chanté. Je me suis cantonnée dans le lamento, la berceuse et la nanaride. Tu as très bien fait. Sarito cighi veglio per te, in cielo luce t'amantunaste. Moi, je sais que ces années, c'était fabuleux, quoi. Je sais pas, des fois j'ai la nostalgie, même dernièrement, j'étais à Paris et j'ai écouté le disque de ma mère. Et bien, quand j'entendais des applaudissements, j'entendais ma mère chanter et je me suis aperçue que ma mère avait une voix de rossignol. Malheureusement, je m'en suis aperçue trop tard. Et bien, j'en pleurais. Et j'en pleure encore quand j'entends parce que ça me ramène et que je vois la voix, j'entends la voix de ma mère. Je dis mais c'était pas possible qu'elle avait une voix comme ça. Moi, si on me disait, qu'est-ce que tu aimerais? Une fée qui viendrait me dirait, qu'est-ce que tu aimerais? Revenir dans les années 60. Dans les années 60, l'afflux des touristes pose le problème de l'hébergement. En 1960, la Corse a 14 000 lits à offrir, dont 8 500 en hôtel. Des investissements sont donc nécessaires. La question est de savoir qui va investir et dans quelles conditions. Équivalent de la Somivac pour le tourisme, la SETCO est chargée de mener à bien le développement touristique de l'île. Elle met sur pied des opérations souvent peu adaptées aux réels besoins, notamment des complexes hôteliers de luxe. Rien n'est fait pour accueillir la masse des touristes censés apporter l'essentiel des ressources. Une série de sociétés privées s'installent en outre dans l'île et achètent des terres littorales pour s'implanter. La banque Rothschild dans une partie des Agriates, la compagnie Paquet à Porto Vecchio ou encore la banque Worms. Ces installations inquiètent. L'Europe connaît déjà des exemples de développement touristique excessif au détriment de l'environnement et des populations locales. L'autre problème majeur concerne les infrastructures. Les problèmes liés à l'insularité ne sont pas pris en compte par l'État. Beaucoup d'insulaires pensent qu'il faut doter la Corse d'un statut particulier. L'île commence à revendiquer le droit à la différence, la régionalisation, demande le développement. Pas de port, très peu de ports, les aéroports, je ne dis pas, l'infrastructure complètement rocambolesque des années 70. Tout d'un coup, tout se met en mouvement, mais on constate qu'on commence à s'intéresser beaucoup au littoral. Société d'économie mixte, on voit apparaître des gros intérêts qui s'abattent sur des terrains. À l'époque, qu'est-ce qui intéressait vraiment le monde extérieur? C'était les plages, c'était déjà l'apparition des promoteurs. On commence à sentir le souffle cette espèce de libidinosité intellectuelle et immobilière qui commençait à tourner autour de la Corse. Alors on s'organise
Et se mettent en mouvement justement des organismes régionalistes qui posent le problème. C'est le même moment, il se passe la même chose en Occitanie, un peu partout au plan national. On est dans le vent de l'histoire, je dirais. Les régionalistes voient en effet la spéculation immobilière d'un très mauvais œil. En juillet 1966, à Corté, se tiennent les assises régionalistes de la jeunesse corse, organisées par les étudiants de l'Union Corse et le comité d'études et de défense des intérêts de la Corse. On y défend la notion de peuple corse et l'idée d'une région corse à part entière, l'île faisant alors partie de la région PACA. Le slogan « Vivre et travailler au pays » fait son apparition et malgré des divergences majeures, un mouvement politique émerge des assises, le Front régionaliste corse. L'année même de la fondation du Front régionaliste corse, les instances dirigeantes du football français décident d'opposer deux équipes qui n'avaient a priori pas vocation à se rencontrer, l'équipe de France et une sélection corse. La rencontre, en cette période agitée, revêt une forte portée symbolique et relève pour le moins d'une décision assez maladroite. Juste Fontaine, grand footballeur et sélectionneur d'alors, a dû longtemps se souvenir du match. La sélection corse, que l'on pensait inférieure sur le plan tactique et technique, allait littéralement assommer l'équipe de France dès la 2e minute, où sur un déboulé de Serra, le centre parti de la droite était repris de volée par Sansonetti, qui laissait Éon figé sur sa ligne de but. Au cours de cette seconde mi-temps, la sélection fit preuve de plus de mordant que l'attaque adverse ainsi que la défense, souvent prise en défaut par la rapidité d'action des joueurs corses. Et c'est ainsi qu'à la 57e minute, sur un relais de balle, Sansonetti-Vescovali, Serra en position d'avant-centre, devançait la sortie de Carnus pour inscrire le 2e but d'un tir à ras de tête. France 0, Corse 2. Sur le terrain de la politique, les thèses régionalistes commencent à séduire une partie de la population corse, lassée par l'immobilisme de la classe politique insulaire et le désintérêt de l'État pour des revendications qui paraissent pourtant légitimes. Toutefois, au sein du jeune front régionaliste corse, les diverses mouvances ne parviennent pas à s'entendre. Les frères Simeone y quittent le mouvement en créant en août 1967 l'Action régionaliste corse. Jean-Louis Andréani a 20 ans. Il a passé son adolescence à Ajaccio. Il adhère aux thèses régionalistes et ne tarde pas à s'engager. Je suis déjà en carte à l'Arc qui vient de se créer. À Vizzavone en 1967, je suis déjà militant de l'Arc. Et j'ai 20 ans. Donc avant de partir au service militaire, je suis déjà militant. Dans ma tête, je suis un militant autonomiste. Je suis avec le mouvement de tous ces jeunes du FUMO. J'assiste aux réunions, je suis passionné, j'y vais. On ne me force en rien, que ce soit bien clair. Hein. Je suis libre de mes gestes et de mes mouvements. Bon, je ne suis pas rentré là-dedans par hasard. J'ai été averti, initié par des gens du coin. Je me souviens d'une première réunion quand j'étais lycéen à Ajaccio. On avait une réunion à Barbicage concernant une association qui s'appelait le CEDIC. C'est là que ça a éveillé mon esprit. Il n'a pas fallu grand-chose pour éveiller mon esprit, parce que je me sens corse, je reviens au pays, je reviens au village. Je suis à 2 pas du village, Ajaccio, c'est 2 pas du village. C'est pas le bateau, la nuit, les valises, les malles, toutes les tribulations. Hein. Et donc je suis en passe de comprendre, de pouvoir défendre mon pays. Une décision de l'éducation nationale nourrit bientôt, plus encore, la lutte pour l'université de Corse. Les bacheliers insulaires sont désormais rattachés à l'Académie de Nice. Ce rattachement, qui implique de quitter la prestigieuse université d'Aix-en-Provence pour une université jeune et moins cotée, est une réelle source de mécontentement pour les étudiants. La revendication pour la création d'une université en Corse est désormais timidement relayée par un certain nombre de personnalités politiques insulaires. Dans le rutilant campus de Nice, les jeunes étudiants corses se regroupent naturellement. Roland Mosque, fils de Dominique et neveu de Philippe, a eu son bac en 1966 et réside à la cité universitaire. Dans la cité, il y avait pas que des Corses, mais enfin, on vivait souvent tout le temps même ensemble, on mangeait ensemble, on sortait ensemble, on travaillait ensemble quand on travaillait aussi, hein, parce que bon,
Mais on n'avait pas beaucoup de contact avec les gens hors de la communauté corse, quoi. J'ai assisté à quelques conférences là-bas. Il y avait déjà que ça commençait à bouger, quoi. Mais à l'époque, je ne peux pas dire que ça m'ait tellement accroché. C'est toujours intéressant d'aller écouter quelqu'un qui veut parler de notre pays. En mai 68, le quartier latin s'embrase. Le mouvement étudiant est rapidement relayé par un mouvement social d'une telle ampleur que la France est totalement paralysée. Le printemps 68 n'a pas de réelle signification sur l'île. Seule la grève des transports est effective et isole la Corse un peu plus encore. C'est l'année du bac pour Marie-Paul Franchini. Et je suis pas allée. Toutes mes copines, les pires cancres l'ont eu. C'est l'année 68. Hein. Tout le monde l'a eu, sauf moi. J'ai vécu 68 à Nice. Un peu sans trop comprendre ce qui se passait. J'étais pas du tout politisé ni éveillé aux problèmes de société encore. Enfin, c'était plutôt... Moi, j'ai vécu ça un peu comme une fête, hein, comme beaucoup, hein, parce que on faisait des manifs, on tirait des cailloux sur les cars des CRS. Bon, c'était la fête, quoi. Mais moi, je ne savais même pas pourquoi il y avait ces émeutes, ces trucs. Moi, je planais. Hein. Ça ne me concernait pas. 17 ans, on n'est pas dans le truc. Hein. Puis on n'en parlait pas trop à la maison, c'était pas... Après, c'était plus dur aussi quand il a fallu expliquer un peu pourquoi on avait fait ça. Parce que je me souviens quand j'étais rentré ici et que, il fallait dire pourquoi on avait bloqué tout le pays. J'avoue que j'avais des difficultés à donner les raisons, les raisons profondes. J'inventais des trucs. Enfin, j'étais pas encore très politisé. Hein. Françaises, Français, dans ce qu'il va advenir... Le référendum du 28 avril 1969 est pris par les Français comme un référendum pour ou contre De Gaulle. Il propose en fait des mesures concrètes en matière de régionalisation et de décentralisation du pouvoir. Le pour l'emporte à 54% en Corse, mais le contre gagne au niveau national. De Gaulle démissionne. Pompidou lui succède 2 mois plus tard. Entre ces deux événements, les étudiants corses de Nice manifestent pour obtenir le droit à étudier dans leur île. Ils inaugurent une décennie 70 qui sera riche en revendications. I'm sitting here thinking about the poems I used to write when I was just a little boy. I thought that when I grew up, everything would be just fine. Fancy clothes, cigars, driving fast cars. But now I've grown up, and I gotta get the world off of my back. My mind is beginning to go black, so I gotta get the world off my back. Somehow, babe, I grew up and looked around me and I saw that the world was in a mess. Thousands of hungry people, children starving, wars, injustice, and everybody kept picking on me. So I gotta get the world off my back. My mind is beginning to go black, so I gotta get the world off my back. Somehow, babe, I got rent to pay and I can hardly afford to keep my kids and my wife, my taxes.
de suite sur Via Stella, la vie filmée des Corses avec les années 60, les raisins de la colère et vivre et travailler au pays des années 70 aux années 80. Stasera sur France 3 Corse Via Stella. 20h40, les parrains de la côte, un document sur les personnages du grand banditisme du sud de la France, témoignages de proches et réflexions de spécialistes. Le 21 octobre 1981, un coup de tonnerre ébranle la justice française. Le juge Michel, un juge anti-drogue, est assassiné par 2 tueurs à moto. 22h45, Corsi Casera, votre rendez-vous quotidien de l'information insulaire. 2008, on oublie. 2009 s'annonce rude, alors pour cette nouvelle année, que la force soit avec vous et surtout, soyez fous. La vie filmée des Corses est un voyage dans le temps en 6 épisodes. Cette histoire a commencé en 1919 et se terminera en 1982. Elle retrace une chronique des Corses au siècle passé, dans l'île, sur le continent et dans les colonies. Cette histoire, c'est celle de notre mémoire, celle de votre mémoire. Et c'est avec vos témoignages et vos films de famille que nous la racontons. En 1969, Jean-Louis Andreani a 22 ans. Il vit à Ghisonaccia, tout près d'Agna e Fiumorbo, son village. Marie-Paul Franchini de Tavera a arrêté ses études et travaille à Ajaccio. Joseph Ambrosini de Veligedo, Lucien Feli de Bastiliga vivent à Paris. Joseph est toujours croupier, Lucien est sur le point de prêter serment. Marius Mananti de Socia est parvenu à pérenniser son activité d'éleveur. Joseph Thor, à son retour à Coutli, a tout fait de relancer une activité liée à la terre. Marcel Santoni, de Pedroso, vit au Maroc. Marco Monferrini, de Sant'Andrea di Bosio, est toujours militaire, mais désormais dans un pays en paix, l'Allemagne. Huguette Mattei vit à Marseille avec ses parents et se languit de son village. Roland Mosque est étudiant à Montpellier, mais il n'aspire qu'à une seule chose, revenir en Corse pour y vivre et y travailler. En août 1969, le président de la République, Georges Pompidou, vient à Ajaccio pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Napoléon. La cérémonie est fastueuse. Qu'il soit fêté dans sa maison, l'enfant prodigue de la gloire, Napoléon, Napoléon. L'enfant prodigue de la gloire, Napoléon, Napoléon. À genoux. Dans son discours, Pompidou fait mention des spécificités de l'île et évoque la possibilité de la doter d'une forme d'autonomie. L'autonomisme n'est pourtant pas une notion très bonapartiste. Les mots du président font plutôt écho aux revendications des partisans d'un autre personnage historique majeur, Pascal Paoli. Le discours répond sans doute également à l'inquiétude grandissante des élus insulaires face à la popularité des thèses régionalistes. Napoléon, Napoléon. En préparation à la cérémonie du bicentenaire, des travaux d'aménagement ont transformé la place du Diamant. Fait notable et hautement symbolique,
La statue de Napoléon accompagné de ses frères, qui depuis toujours faisaient face au large, a été pivotée à 180 degrés et regarde désormais vers l'intérieur de l'île. Il est difficile de croire à une coïncidence. En cette fin de décennie 60, dans une Corse dont la communauté semble à nouveau assumer ses particularismes et désirer vivre au pays. Pour la première fois depuis un siècle, le solde migratoire s'est inversé et bon nombre d'insulaires envisagent désormais l'avenir dans l'île. Huguette Maté, qui avait dû suivre ses parents à Marseille en 1965, à la suite de la fermeture de l'usine de Canary, ne s'est jamais vraiment remise de ce départ forcé. En devenant adulte, le manque ne s'est pas estompé et ses retours à Marseille, après les vacances au village, sont de plus en plus douloureux. Mon cœur, il restait là-bas et moi, je partais. Alors, c'était une douleur, je sais pas, pendant 15 jours, je pleurais. Je me rappelle que mon père disait, je mettais les disques de l'époque, là on dansait. Mais cacciami qui dit, t'as mis je pleurais, j'avais les yeux comme ça. Hein. Et puis après, tout doucement, bon, c'était. Je me rappelle quand j'arrivais du bateau le matin, que je prenais la direction du travail, quand j'arrivais. Alors, regarde, ça et chaque fois qu'on venait me demander, je pleurais. Je faisais que pleurer, puis après j'en ai eu marre. Hein. Marco Monferrini avait quitté la Corse, car la vie paysanne dans le beau Dieu des années 50 n'offrait aucune perspective d'avenir. Mais il savait que son attachement viscéral à l'île ne faiblirait pas. Ces 10 années d'armée l'ont confirmé. Le jour où j'ai mis le pied sur le bateau, je me suis dit, je pars pour 5, 10, 15, 20 ans, mais c'est ici que je reviendrai. J'avais toute ma famille ici. J'ai personne sur le continent, moi. Hein. Ma famille était ici, mes parents, mon frère, mes sœurs, ma sœur, toute ma famille était là, mes oncles, mes tantes, tout le monde. Donc, je suis parti avec l'idée de revenir, vivant bien sûr. Ça a failli ne pas arriver, mais c'est arrivé quand même. Je suis partie parce que je ne pouvais plus vivre à Marseille. Je suis partie pour vivre ma vie chez moi, dans mon pays. Enfin, en France, en Corse, dans mon pays. Di tristezza così bella per i miei occhi amorosi, passando per la stradella, per quei porti litigiosi, sapreno al rumore di sto passo pure stere, chi ci porta con amore, le sue più belle preghiere. Usula di udrizinedia, a sto basso conosciuto, si rammenta qualche bedia, pare un manda aiuto, ne ripiglio la strella e fino a quella di in vista, mi rigiro verso ella. Torna soli anche più triste, mi rigiro verso ella, casa paterna. Je suis rentré sur Ajaccio, après 10 ans d'absence. Je suis retourné dans le Bauge et j'ai retrouvé tout ce que j'avais laissé. C'est surtout une histoire de... Oui, bien sûr, de terre. C'est là-dedans que ça se passe, dans les tripes. Je ne me ferais pas vivre ailleurs. C'était notre village. On avait nos racines, nous, là-bas. Moi, mes racines, elles sont là-bas. Plus j'aime la Corse, mais moi, mes racines, c'est mon village. Mes pierres, mes... Pour Marie-Paul Franchini, la question du retour ne s'est jamais posée parce que le départ de Corse était inconcevable. Elle s'est tout juste déplacée de Tavera à Ajaccio pour y vivre et y travailler. Chez moi, c'est là. J'ai mes souvenirs qui me tiennent. Je pense que c'est les bases de la vie, quoi.
Quand on a eu une bonne enfance, c'est merveilleux. Je me suis mariée en 70. Ouais. J'ai connu mon mari qui s'était engagé dans les commandos marines et qui voulait m'emmener à Lorient. Quelle horreur en Bretagne. Donc je me suis débrouillée pour pas y aller. Je lui ai fait quitter l'armée et il est devenu commerçant, le pauvre, à son grand désespoir. Je voulais pas m'expatrier. Je voulais pas m'en aller de Corse. Non. Moi, je suis bien, là. Moi, je suis bien. J'ai pas besoin d'aller ailleurs, quoi. Bon, oui, en voyage, connaître des contrées diverses, mais moi, ma vie, elle est là. Hein. C'est mon pays. Moi, je suis de mon village, déjà. Je suis né ici, ce qui me fait déjà un peu d'amour-propre, d'avoir quelque chose, me sentir un peu corse, normal. Après une quinzaine d'années dans les Jeux, à Paris, Joseph Ambrosini est de retour en Balagne. Sur un coup de tête, il a décidé de remettre le moulin familial en marche. Il ne l'a jamais fait fonctionner lui-même, mais Joseph se lance dans l'aventure sans trop y réfléchir. On avait le moulin qui était resté une dizaine d'années sans travailler. J'ai eu l'idée de reprendre le moulin. Ma mère a dit, Joseph, je prends le moulin. Elle a vu de suite que je voulais le faire fonctionner et ça lui a fait plaisir. Elle est morte, le moulin tournait. Sa démarche est saluée dans le village. La remise en marche du moulin Ambrosini est perçue comme la fin d'une désertification qui paraissait inéluctable. Sans l'avoir anticipé, Joseph s'inscrit dans un mouvement de fond sur l'île qui va dans le sens d'un retour à la terre, à l'artisanat et aux produits authentiques. Notre famille était très bien de partout, bien accueillie de partout. Alors ça a fait du bien. Les gens ont été contents que je reprenne le moulin en fonction, que je remette le moulin en fonction. Il fonctionne toujours, c'est le dernier moulin qui travaille, hein, à l'ancienne. Le retour dans l'île obéit principalement à un besoin viscéral et individuel. Mais le désir d'être utile au village ou à la Corse anime également beaucoup d'insulaires qui reviennent au pays. C'est le cas de Marcel Santoni. Après une vingtaine d'années passées dans l'administration en Afrique, il décide de poursuivre sa carrière en Corse. Il est arrivé un moment, d'abord parce que le Maroc commençait un peu à me peser, et je me suis dit, mais enfin, juste, tu as acquis une expérience, tu n'as pas encore 50 ans, et pourquoi cette expérience, tu ne la mettrais pas au service d'une région que tu aimes, auquel tu es très attaché, qui est la Corse. Et ça a été le sentiment profond. Et ma chance, c'est que, répondant en quelque sorte d'une manière positive à cette démarche, j'ai pu intégrer la mission régionale, où elle commençait à prendre en main ces destinations. C'était pas grand-chose, ça allait pas bien loin, ça s'appelait même pas région, ça s'appelait établissement public régional, mais c'était le début d'un transfert de compétences. Donc j'ai eu la chance, à la fois dans le cadre des activités proprement dites, du boulot que je vais faire, et puis, parce que ça a son importance aussi, la chance d'être au-dessus du Casone, la Villa Pietri, magnifique ex-chambre, avec un bureau ouvert de 4 côtés, des mandariniers et des orangers dans le jardin, et la vue sur le col de l'Ajaccio. En 1972, le président du Conseil général, François Jacob, initie la création du parc naturel régional. Le fait que la Corse est un trésor qu'il convient de préserver est désormais dans toutes les consciences.
l'usolare drizzi media, a sto basso conosciuto, si rammenta qualche bedia, pare d'un mondo aiuto, ne ripiglio la strella e fino a quella giù in vista, mi rigiro verso ella, torna sole anche più triste, mi rigiro verso ella, casa paterna. Revenu dans l'île après avoir interrompu ses études, Roland Mosca a le bonheur de faire partie de la première équipe recrutée pour gérer le parc. C'est un truc, bon, je sais pas, j'ai peut-être un peu la fibre écolo ou quoi, enfin j'aimais bien tout ce qui touche à la nature, ça fait que quand il y a eu cette opportunité-là, je l'ai saisie, j'ai passé le concours et voilà. Et je suis rentré au parc régional et là j'avoue que ça a été une grosse satisfaction et un plaisir immense parce que d'abord j'avais une activité chez moi en Corse, quelque chose qui me plaisait, je bougeais beaucoup parce que à l'époque le parc venait de se créer, il s'est créé en 72, donc on sillonnait la Corse entière par les routes, les sentiers, les montagnes, l'été, l'hiver, on rencontrait des gens de tous les milieux, les éleveurs, les artisans, les politiques. Enfin, c'était une activité très diverse, très intense et voilà, je me suis régalé. Hein, C'était une bonne équipe. Hein. Il y avait des gens qui avaient la volonté justement de protéger la montagne, de la promouvoir, de faire en sorte que les gens qui y vivaient puissent prospérer, puissent avoir des conditions de vie encore meilleures. Je crois que voilà, à l'époque, il y avait vraiment un esprit de promotion, de protection, de valorisation de la Corse dans tous les domaines, hein, que ce soit les randonnées, l'agriculture, l'élevage, l'architecture. On touchait. L'intérêt c'était ça, c'est qu'on touchait à tout. Dès 1972, le parc s'engage dans la création du GR20, un long sentier de randonnée reliant Calanzane en Balagne à Conca dans l'extrême sud. Les institutions y voient une importante source potentielle de revenus pour l'intérieur et un moyen de lutter contre la désertification. Le sentier connaît vite un grand succès. Les touristes restent toutefois majoritairement sur les plages. L'afflux estival ne cesse de croître. 320 000 vacanciers ont choisi la Corse en 1970. La généralisation des cars ferries, permettant le débarquement rapide des véhicules, contribue à la progression des chiffres du tourisme. On commence à croire à un développement économique possible sur la base de cette mine d'or bleu qui semble inépuisable même si les dangers de la spéculation immobilière inquiètent. Au col San Bastian, le troupeau de Marius Manenti n'a cessé de croître et la qualité de ses produits a forgé sa réputation. Il tire profit de l'afflux touristique. Sa clientèle n'est plus seulement locale. Les années 70, bon, c'était le paradis. Hein. Bon, nous, notre grande clientèle, c'était les Corses qui vivaient ici. Mais on avait l'apport
des gens qui venaient, bon, des familles qui venaient, qui repartaient avec son jambon, son charcuterie, son cablis, tous des produits, des gens qui connaissaient la saveur de nos produits. Et c'était ça qui était important. Et en plus, le mot se passait entre des gens qui avaient de l'argent. Ces gens-là, ces fantaisies-là, et puis ces gens-là ne vous disaient jamais ce qui se fait maintenant. Tu vends combien de kilos? Il me faut tant de kilos. C'était le moment, c'était les années 36 qui étaient revenus en 70. Si les produits agricoles identitaires font la fierté de la Corse et n'ont jamais cessé d'exister, il est d'autres spécificités de l'île qui ont plus de mal à survivre. Le désir de plaire à tout prix aux visiteurs a donné naissance à un folklore musical stéréotypé et la pratique de la langue tend à se marginaliser. La démarche d'une poignée d'artistes et d'intellectuels marque toutefois une rupture radicale dès 1970. Sans mot d'ordre, sans doctrine et sans école, un mouvement culturel d'une ampleur considérable naît et se propage. Un mouvement que l'on va bientôt nommer Riaquisto et qui refuse la mort de la langue et de la culture corse. La réappropriation va s'opérer pour l'essentiel par l'intermédiaire du théâtre, de la poésie et du chant. La revue littéraire Rigiro est rapidement le pilier autour duquel s'articule la démarche. Dans ce contexte culturel exacerbé, et alors que l'environnement est un thème unificateur dans l'île, réunissant toutes les tendances politiques et toutes les couches de la société, en 1973, le Cap Corse est menacé par une catastrophe écologique. Chaque jour, depuis le 7 mai 1973, un pétrolier appartenant à la société industrielle Monte Edison quitte le port italien de Scarlino et déverse 15 000 tonnes de déchets chimiques entre la Corse et l'île de Capraia. À la fin de l'année, plus de 350 000 tonnes de déchets auront été déversés au large du Cap Corse. Les boues rouges, pour moi, c'était un problème de pollution, c'était pas encore un problème politique. Vous ne voyez pas encore comme ça, comme une agression, je dirais, contre la Corse. C'était une agression contre la nature, c'était pas une agression contre les Corses et la Corse et tout ce qu'il y a autour. Je ne dirais pas qu'on a amorcé l'écologie politique à cette époque, mais presque. Mais on a surtout amorcé la défense de notre environnement. Qui dit défense de l'environnement dit défense de la terre, dit défense de la Corse. Et je pense que là, ça a été un mouvement qui a fait que ça... un mouvement accélérateur de quelque chose. Il y a deux choses qui sont ahurissantes. D'abord, c'est vraiment l'injure faite à la Corse. Et puis c'est aussi, en même temps, découvrir combien Paris en a rien à foutre. C'est cette double démarche, les boues rouges. Les boues rouges, c'est les saloperies que les Italiens jetaient dans le canal de Corse, qui compromettaient l'avenir de la Méditerranée et des côtes corses. Et en même temps, cette espèce de complicité tacite ou pas tacite, j'en sais rien, de Paris, qui faisait rien. Il a fallu se battre. Et tout le monde se battait. On se trouvait tous dans la rue. C'est un moment où je retrouve ma Corse, où tout le monde se rencontre. Parce qu'on oublie qu'il y avait les autonomistes, mais il y avait aussi des agriculteurs, mais il y avait aussi des élus. Il y avait des élus. François Jacob est quand même président du Conseil général et un de ceux qui animent le plus. Il est président du parc régional. Il y a donc cette communion autour d'une action commune. C'est ça là ma Corse. Quand je retrouve un petit peu le septembre 43 d'une certaine manière. Mais, toute chose égale par ailleurs, c'est un peu ça, c'est un moment où toute la Corse est derrière un but unique. Enfin, on ne va pas continuer à se laisser mener comme ça. La population réagit vivement à la situation. Les élus se manifestent, mais ce sont les autonomistes qui sont à la pointe du combat. Face à l'indifférence de l'industriel italien et à la passivité du gouvernement français, la tension monte. Les manifestations se succèdent, dont plusieurs dégénèrent. Malgré leurs dissensions, les organisations autonomistes sont de plus en plus présentes sur la scène politique et disposent d'un capital sympathique conséquent. Leur force est qu'elles donnent le sentiment d'œuvrer pour l'île dans son ensemble plutôt que pour une clientèle. Et je suis contre la violence, mais quand on a fait sauter le bateau, il a contento.
Ben écoute, bon voilà, ben oui, vous n'avez pas voulu nous écouter, ben voilà ce qu'on fait. Le Scarlino Secondo, l'un des bateaux déversant les déchets de la Monte di Sonne, est plastiqué dans la nuit du 13 au 14 septembre 1973. L'attentat a été opéré par un commando d'un groupe appelé Fronte Paesano Corso di Liberazione. Le groupe justifie son action en affirmant que les protestations verbales ne suffisent plus. Ce n'est pas le premier attentat dans l'île, mais celui-ci a une grande portée symbolique dans la mesure où le groupe clandestin qui le commet se substitue à un État défaillant dans la défense de l'intérêt d'une terre et d'une collectivité dans son ensemble. Le soulèvement populaire contre les boues rouges a été si important que la condamnation de la Monte di Sonne fin avril 1974 offre aux Corses un sentiment de victoire collective. Un nouveau mouvement clandestin, Justicia Baoline, est apparu et a revendiqué un mois plus tôt le plasticage d'une caravelle sur l'aéroport de Porretta lors d'une visite du Premier ministre Pierre Messmer. Les mouvements autonomistes légaux sont-ils aiguillonnés par les clandestins ? Toujours est-il que les discours se radicalisent et les avancées institutionnelles ont toujours une longueur de retard. Lorsque les régionalistes réclamaient la reconnaissance d'une circonscription régionale, l'État affirmait que c'était impossible. Lorsque la Corse devient la 22e région française en mai 1975, les régionalistes sont devenus autonomistes et ils réclament l'élection au suffrage universel d'une assemblée régionale. Au congrès de l'Arc de l'été 75, la teneur des interventions prend un ton clairement révolutionnaire et le public scande un nouveau slogan « I francesi vor ». Une revendication majeure s'est ajoutée. Elle est relative au scandale de la chaptalisation du vin, pratique maintenue par des viticulteurs et négociants importants de la plaine orientale, en majorité rapatriés. La chaptalisation consiste à ajouter du sucre dans le vin afin d'accroître à peu de frais son degré d'alcoolémie. Cette pratique, illégale depuis 1972 en Corse, n'a pas cessé, contribuant à la marginalisation des cépages insulaires. Ils sont déclarés à 96% comme des vins de qualité mineure. Un fossé immense s'est creusé entre la viticulture traditionnelle et familiale et des procédés de fabrication industrielle financés par la spéculation. Entre les deux, les appellations d'origine contrôlée corse cherchent leur positionnement. L'inculpation des négociants fraudeurs occasionne une campagne de presse qui conduit à un boycottage des vins corses, menaçant plus de 500 petits producteurs corses. 10 ans après son retour du Maroc, Joseph Torre vit dans la plaine de Curtoli. Après une tentative infructueuse dans l'exploitation avicole, il vient de planter plusieurs centaines de pêchers, toujours sans aucune aide. Il observe l'agriculture subventionnée de la plaine orientale avec un regard amusé, teinté d'amertume. Non, ils ont donné des lois des trafiquants. C'était normal qu'il arrive quelque chose. Moi, je regardais, j'ai entendu dire qu'ils trafiquaient le vin, ils trafiquaient tout. Alors, autrement, la Corse, la vigne, la Corse est destinée à remplacer les vins d'Algérie pour faire les coupages au continent, normalement. Beaucoup de choses ont pu être évitées en Corse. En août 1975, une rumeur concernant les suites du congrès de l'Arc, qui s'est déroulé quelques jours plus tôt, enfle progressivement dans le milieu autonomiste. Jean-Louis Andréan est employé de Banca Ghisonaccia et il est plus que jamais militant. Lucien Feli est désormais avocat, mais il n'a pas abandonné ses convictions. On me téléphone de Bastia me demandant de descendre le lendemain à Léria. Donc je descends à Léria. Et là, à Léria, je me retrouve à Bravone, plus précisément, avec des journalistes et des gens, et c'est la veille. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'étais à Porto-Vecchio le jour même, on me dit, il y a un truc, là, il y a des gens dans une ferme, etc., les journalistes et tout. Je me suis retrouvé dans l'événement sans trop savoir de quoi il s'agissait. Je suis au courant que quelque chose va se passer. Je sais que ça va être la cave d'Alir qui va être occupée. Bon, je le sais. Je ne fais pas partie des gens désignés pour occuper cette cave le matin de bonne heure. Par contre, on s'auto-désigne, nous, quelques militants. Et tout de suite arrivé dans la cave, on va voir Edmond, on est là, je vous attendais, il a dit. Je savais que vous alliez venir. Voilà. Mais on ne pouvait quand même pas
quand on veut faire quelque chose de bien, prévenir 500 personnes qu'on va occuper une cave. Bon, il y avait un noyau qui était prévu et les autres qui étaient prévenus. Bon, donc on est rentré et on a attendu. Ensuite, la suite des événements, tout le monde la connaît. Bon. Nous avons d'ores et déjà le soutien de nombreuses organisations syndicales, socio-professionnelles, culturelles, pour une concertation qui aura lieu demain sur les lieux mêmes, tandis que samedi, il y aura une conférence de presse et dimanche, un grand meeting populaire. Bon, le bruit courait aux alentours de 19h, mais ça se précise plus vers entre 21h et minuit. Des forces de l'ordre débarquent en nombre conséquent à Borgo et à Bastia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous envoie le paquet. Donc la nuit se passe, on dort très mal, on est sur la terrasse, on est plus ou moins pas inquiet mais excité. Tu sais, quand tu es dans l'attente de quelque chose, tu es là, tu es sur tes gardes. Bon. Et puis le matin de bonne heure, il y a un guetteur sur le toit qui nous prévient, il y a des pumas qui arrivent au loin. Et on entend les paris au vieux, les gars. Je n'avais pas encore vu le film puisqu'il était conçu après. Apocalypse Now. Tu les ajustes au-dessus de toi et tu vois les types qui descendent autour de la cave en rappel comme ça. Je dis que c'est quoi? C'est l'Indochine, c'est bien fou. Qui les a envoyés? Ils sont fous. Et tu vois arriver au loin des fourgons, des camions pleins de part et d'autre, une armée. Une armée. Bon. Par la radio, on savait qu'ils étaient retranchés dans la cave. Et ben nous, on a tous convergé vers là-bas, mais il y avait des barrages à 500 mètres ou 1 kilomètre peut-être, même pas, 400 ou 500 mètres de la cave. Et on a vu la noyade d'hélicoptères et tout, mais bon, de rien, de loin, on n'a pas vu ni de fusillade ni rien, mais on était là, quoi. Je vois les ambulances prêtes, je me dis toujours, c'est quand même extraordinaire, il y a déjà les ambulances. On présume qu'il va y avoir donc des blessés dans une affaire qu'on aurait pu résoudre avec un brigadier de police. Je dis c'est n'importe quoi. Je dis mais vraiment c'est n'importe quoi. Et là je crois que c'est un point de départ de quelque chose. Je me dis vraiment là il y a un fossé qui nous sépare de ceux qui prennent cette décision. Pas pensable. N'importe quoi. Je vois toujours ces ambulances. Et ces hélicos qui tournaient, je dis c'est la guerre. Je dis non mais là il y a quelque chose qui va plus. J'ai senti une agression, vous voyez. Je dois quand même dire une chose. Aide-moi à demander à ceux qui voulaient partir de la cave avant l'assaut, ils en avaient la possibilité. Et il n'y avait aucune honte. Personne n'est sorti. On était une quarantaine, 40 sont restés. On ne savait pas ce qui pouvait arriver. Hein. On pouvait tous y passer dedans. Hein. Les dernières affaires usage de la force. Je répète, dernière sommation aux affaires usage de la force. L'affaire Dallaire, l'ayant vécu comme une espèce de volonté de mater une population, a été perçue par la classe politique française comme une énorme erreur. Et puis je crois que Bonatowski ne s'en est jamais remis. C'est lui qui était à l'origine de cette affaire. Il y a des morts, il y a des blessés, voir débarquer des escadrons de gendarmerie, voir des automitrailleuses et tout à l'air. C'est là derrière, dans la vallée. Hein. Quasi des moteurs, d'une certaine manière. Donc, si tu veux, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Avec le temps, j'ai mûri, je suis grand-père aujourd'hui. Je vais avoir mon 4e petit enfant, si tout va bien, dans quelques jours. Je me dis, mais chi siamo noi? Ma come ci hanno trattato? Ils nous ont envoyé une armée. Ça a révolté l'ensemble du peuple corse. Je me souviens de mon oncle qui a remis son treillis, mon oncle qui a été décoré sur le champ, DPLV, ancien militaire, mon grand-père ancien militaire, qui a dû se retourner dans sa tombe.
Mon père qui était quand même ce qu'il était, toute ma famille, des gens qui n'étaient pas nationalistes du tout, mais pas du tout, qui étaient corses sans plus, qui étaient beaucoup plus proches du pouvoir, mais qui s'en sont détachés. Ils ont eu un autre regard sur la Corse. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est un déclic pour tout le monde, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui commençait à bouillonner. Hein. Donc ça a été un révélateur un peu de la nécessité de faire quelque chose, hein, chacun dans son domaine d'agir. Jean-Louis Andréani et Lucien Feli se retrouvent au procès d'Aléria en mai 1976. Le premier dans le box des accusés, le second à la barre en tant que défenseur d'Edmond Simeoni. La veille du début du procès, entre le 4 et le 5 mai 1976, une nuit bleue, rythmée par 18 attentats, annonce la constitution du Front de libération nationale de la Corse. Le FLNC unifie et se substitue aux mouvances existantes et occupe bientôt seul le terrain de la clandestinité. Les nuits bleues, déjà fréquentes en 1975, vont se multiplier durant la fin des années 70 et au-delà. La démesure de l'intervention militaire d'Aléria a provoqué au sein de la population une forte indignation envers l'État et la majorité des Corses sympathise avec les thèses régionalistes. Toutefois, dès lors qu'un mouvement clandestin, pour l'instant sans vitrine légale ni soutien populaire avéré, revendique l'indépendance de l'île et prétend agir au nom du peuple corse sans l'avoir consulté, la population se divise et les sentiments qui naissent sont plus ambigus. L'île entre dans un débat sans fin sur la voie à emprunter et les méthodes pour y parvenir. On est tous plus ou moins régionalistes. Hein. Maintenant, le nationalisme, je ne suis pas contre non plus. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut que la Corse reste comme elle est, ou si on peut évoluer. De toute façon, il y a une chose qui est certaine, moi je suis contre la violence. Ça. Mais je ne suis pas contre le nationalisme. Ils ont fait des choses bien, heureusement qu'ils étaient là. Il faut le reconnaître. Au niveau de la culture, au niveau de la bétonisation, c'est vrai, il faut pas... Mais il y a des choses qu'on peut faire sans violence, je pense. Moi, tous mes amis étaient nationalistes. Bon, je me sentais pas trop... Mais moi, la politique et les histoires, je me sentais jamais trop concernée. Je comprenais, mais j'ai jamais milité, jamais... Bon, voilà, oui, ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est pas normal qu'on vende les terres et qu'on installe n'importe quoi en bord de mer ou dans les trucs. Mais... ce que je ne comprenais pas du tout, c'était les bombes. Moi, j'en veux à quelqu'un qui vend sa terre. J'en veux pas à quelqu'un qui l'achète. Quand tu es contre la violence, même si tu la comprends, même s'il y a des moments où tu as envie de t'y associer, tu te dis non, la violence, elle est la porteur de... Non, c'est pas la voie. Au-delà des dates majeures et des coups d'éclat, sur le fond, les revendications politiques régionalistes et le combat culturel du Riaquist s'entremêlent. Après des décennies d'interdiction de l'emploi du corse à l'école, l'enseignement de la langue apparaît en primaire. 1976 voit la naissance d'écoles en langue corse et l'arrivée du corse comme épreuve du bac. Dans ce climat bouillonnant, la revendication pour une université en Corse n'a bien sûr pas été oubliée. Depuis le début de la décennie se déroulent les Diurna de Gorse et di Gorti, où s'exprime un grand nombre d'enseignants d'université autour de l'idée de corsitude, mais aussi de la revendication universitaire. En décembre 1973, on a annoncé la création d'un centre universitaire corse qui ouvrirait ses portes en 1976 sans indiquer de site. Or, le site, justement, fait débat. En 1976, la Corse n'a donc toujours pas de faculté. En attendant l'université, la démarche du Riaquist fait office d'université populaire. Prolongement vocal de la revue Rigir, le groupe de musique Canta o Bubulu Gorsu devient emblématique. Autour d'un noyau fondateur de compositeurs et interprètes,
Une communauté s'est créée et de nombreux chanteurs ou accompagnateurs se greffent aux concerts et animations suivant les dates et les lieux. Roland Mosca a intégré cette communauté. Il y avait des gens qui venaient à Cantes parce que c'était le groupe de référence. L'ambiance du groupe me plaisait, et puis bon, c'était du militantisme aussi. Il y avait d'autres comme moi qui suivaient parce que c'était bien. On partait en bande, on partait en voiture, on allait chanter à Cargé, on rentrait le matin fatigué, mais tout, mais on était contents. On avait fait notre devoir de missionnaire, entre guillemets. Hein. Le message de Kant, il est clair. Hein. Il y a même des chansons fortes hein, qui appellent à la résistance et à la lutte armée aussi. Hein. Bon, chacun prenait ce qu'il voulait bien entendre, mais disons que le message il était clair. Hein. Il fallait qu'on se prenne la main, il fallait qu'on s'assume en tant que Corse, il fallait qu'on préserve au moins ce qui était encore à préserver. Ça invitait les gens à trouver des solutions à tous les problèmes qu'on se posait, de préservation de l'identité, de corcisation de l'économie, de la prise en compte de la nécessité de se prendre en main, en fait. Marco Monferrini a terminé sa carrière militaire à Ajaccio. Désormais libéré, il veut rester en Corse pour y vivre et y travailler. Je n'avais pas envie d'aller travailler pour quelqu'un. J'avais pas envie, ça me disait rien. J'avais subi l'armée pendant 15 ans. J'avais pas envie de subir un patron. Donc j'ai fait des petits travaux à droite à gauche. Et puis un jour, en discutant avec un copain qui était sur la côte orientale, il dit « Pourquoi tu ne vendrais pas des légumes ?» Et c'est parti de là. J'ai fait au Dragolino. Quand il y avait des clients qui venaient au fourgon, ils ne s'étaient pas vus depuis 3 jours. Ils se revoyaient au fourgon. Ça a été autre chose. J'avais le sentiment de servir à quelque chose. C'est vrai. Rendre service. Parce que c'est ça le travail dans un village d'un ambulant. Non seulement tu vends de la marchandise, mais en plus, tu es à l'écoute des gens, des vieilles personnes, qui te demandent toujours quelque chose. La bouteille de gaz, la boîte de médicaments, la course à faire à la pharmacie. Hein? Et là, t'as l'impression de faire quelque chose d'humanitaire, on va dire. Joseph Ambrosini poursuit son activité d'artisan moulinier avec passion. Son moulin est devenu une sorte de partenaire de jeu, chaque pressé étant l'occasion d'un match amical avec l'outil ancestral. Un moulinier doit connaître son moulin, les finesses du moulin, parce qu'il faut des finesses. Dans le moulin, l'huile est tellement fine qu'il faut être plus fin que l'huile. Connaître les vis du moulin, parce que le moulin est plein de vis. Hein. Si vous restez 10 minutes sans surveiller, l'huile s'en va, elle fuit. Elle est plus légère que l'eau. L'huile monte et s'en va. Je n'en suis pas. L'huile de Joseph a du succès. Il a obtenu une médaille d'or à la Foire de Paris en 1972. Inspiré par la convivialité que les pressés occasionnent, il décide de professionnaliser l'accueil au moulin. Quand même, les olives, c'est tous les 2 ans. J'ai dit, si je pouvais... Quand tout le monde venait casser la croûte, j'ai dit, si j'ouvre un restaurant. Et j'ai ouvert le restaurant. Là, j'ai créé l'auberge. Allez, ça a commencé à venir, les gens. Après, se le disait, ça a bien démarré.
Et j'ai fait une saison magnifique. Moi, je m'amuse, hein, dans la salle. Ah oui, oui. Ah, je passe des moments, des soirées mémorables. Même pour 3 clients, je fais le spectacle. Même pour 2. J'ai tellement navigué que j'ai fini comme restaurateur. C'est beau, la vie. Les démarches de Joseph et de Marco répondent principalement à des aspirations personnelles. Mais elles s'inscrivent parfaitement dans un désir commun de préservation de la culture et des traditions de l'île et du refus de la désertification de l'intérieur. La Corse, de la fin des années 70, veut vivre pour et par elle-même. Le début des années 80 offre des raisons d'espérer en ce sens. La Corse obtient une forme d'autonomie en matière de formation, de gouvernance et d'information. France 3 Corse diffuse son premier journal télévisé depuis Ajaccio le 16 décembre 1982. La radio RCFM voit le jour au même moment à Bastia. Ces 2 voix de la Corse vont devenir de véritables institutions, apportant chaque jour les nouvelles de la Corse dans les foyers de l'île. Bonsoir, ça y est, nous y sommes. Vous venez d'entendre le premier générique de la première édition Corsicaser, le premier journal quotidien qui vous est présenté en direct depuis la Corse. Quelques mois auparavant, la Corse a voté pour sa première assemblée régionale, offrant à l'île une avancée vers une forme d'autonomie inédite en France jusqu'alors, 4 ans avant les autres régions. La collectivité territoriale de Corse dispose d'une organisation, de compétences et de ressources propres. Enfin, l'Université de Corse a ouvert ses portes en octobre 1981. Elle est finalement installée à Corté, un peu plus de 2 siècles après la fermeture de l'université fondée par Pascal Paoli et 5 ans après que sa réouverture ait été entérinée par décret. Roland Mosca, après avoir arpenté tous les sentiers de Corse pour le parc régional, s'installe à Cervioni, son village natal, pour y vivre et y travailler. J'étais rentré en Corse, mais j'avais encore le désir de rentrer un peu plus au cœur de mon objectif, parce que c'était Cervioni. Et comme à l'époque, il n'était pas question encore que le parc s'étende aux communes de Cervioni ou de la côte ici, et comme j'avais quelque part un peu le goût du travail manuel et du bois, je me suis dit, je vais faire un stage de formation de menuisier ébéniste et voilà, et je vais m'installer comme menuisier ébéniste au village. Peut-être que d'avoir entendu dire que mon arrière-grand-père était menuisier, ça a agi sur mes choix. Hein. Mais c'est aussi, dans mon choix de menuiserie, j'ai pas fait le choix de faire des fenêtres, des persiennes, des trucs de menuiserie courante. J'ai fait le choix de faire du meuble, du meuble authentique. Bon, même si ça ne m'empêche pas de faire quelquefois une fenêtre ou une persienne. Mais mon truc, c'était de réaliser en Corse des choses qui aient un goût de la Corse. Parce que je pense qu'à travers un meuble comme à travers un produit, je sais pas moi, de l'agriculture ou un produit de trucs à base de noisettes. Bon, c'est des produits identitaires et c'est quelque chose qui participe à la construction de l'ensemble de ce qu'on appelle l'esprit, le corse, l'identité, tout ce qui fait que c'est à nous.
Il y a des choses belles ailleurs, mais ça, elles sont belles, elles sont à nous. Alors pourquoi s'en priver, pourquoi ne pas les perpétuer? Les Corses ont devant eux un avenir fait d'espoir et de déchirure. Ils vont devoir maintenir une cohésion sociale et culturelle dans une île partagée entre désir d'intégration et volonté d'affirmer sa singularité, entre désir de modernité et volonté de préserver son identité. Un baraccone grande quasi come un mondo per nascondere la stagione e mio vestito tutto in tondo come amica al tagli bolle per come magna frutta e acqua come te tu stelle sole chi l'erba l'aria si stracchi ed in un pelistadina fammi Dante mi rende le peole guline con migliaia di desideri e poi la ven capita chi benare anche me insieme di la vita ne saremo